Merci à vous trois d'être présents à nos côtés. Rapidement, une petite présentation de nos panélistes. Donc, Catherine, vous avez rejoint SNECMA à la sortie de votre école l'ENSAI en 2003. Un long parcours maintenant au sein du groupe, puisque SNECMA maintenant c'est devenu Safran Aircraft Engines. Et puis aujourd'hui, au sein de la direction technique, avec fort de 3000 collaborateurs, vous êtes en charge du département Data Science et Data Governance. Et vous allez nous expliquer comment l'IA dans ses critères souveraineté et durabilité est appréhendé. Lamia, vous venez de rejoindre très récemment l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique. Vous y reviendrez, vous présenterez. Vous avez un parcours international après l'Australie, l'Angleterre, donc Sydney et Londres. Vous rejoignez donc le Collège of Computing pour prendre en charge l'enseignement de l'IA et encadrer des doctorants, et puis aussi être en charge des partenariats publics-privés pour l'UM6P. Olivier Bécassis, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années. En sortie de Télécom Paris, tu as rejoint le groupe TF1, on s'y est rencontrés. Au sein de TPS, la filiale PTV de TF1 et d'M6, tu as accompagné pendant 20 ans la transformation digitale du groupe TF1, qui est le grand groupe média que l'on connaît, pour terminer au sein du COMEX de TF1 en tant que Chief Digital Officer. Et puis en 2023, tu as décidé de relever un gros challenge, rejoindre Octave Klabla, qui est le fondateur d'OVH Cloud, pour lancer à ses côtés, aux côtés de la Caisse de dépôt de consignation, Quant, le moteur de recherche français qui a été lancé un peu plus de 10 ans maintenant, pour le relancer. Et puis tu viens de prendre très récemment la responsabilité aussi de Shadow, qui est la filiale de cloud computing d'OVH Cloud. Voilà pour la présentation. Donc pour le propos introductif, je vais commencer par vous, Catherine. Comment s'insère l'IA générative dans la stratégie de Safran, dans ce grand groupe industriel, motoriste, aéronautique, et quels sont les enjeux dans ce contexte de souveraineté pour Safran? Alors, je vais déjà revenir sur les enjeux de Safran Aircraft Engines, les enjeux actuels. Donc, on a déjà des enjeux sur notre flotte actuelle, la flotte qui vole, en termes de maintenance. Donc, cette flotte qui est de plus en plus nombreuse, sur laquelle il va falloir de plus en plus maintenir les moteurs. Ensuite, on a des enjeux de production, où la production post-Covid, il faut vraiment relancer la supply chain, et après remonter en cadence sur toute la production de nos moteurs. La production des moteurs militaires, où on doit augmenter fortement les cadences dans le contexte actuel. Et puis après, les deux derniers, c'est vraiment la préparation du futur. On a un fort enjeu de décarbonation de l'aviation, donc qui nous occupe fortement actuellement, avec beaucoup d'innovations, de technologies qui sont attendues sur ce sujet. Et un enjeu aussi dans le domaine militaire, dans le domaine de la défense, pour préparer le futur avion de combat européen. Donc un enjeu fort, et forcément un lien très fort aussi avec la souveraineté technologique sur ce sujet. Donc après, quand on remet ça dans le contexte de l'IA et de l'IA générative plus particulièrement, je dirais que sur tout ce qui est donc, du domaine du militaire, de la défense, c'est évident qu'on ne doit pas pouvoir exporter des données, qu'il faut qu'on travaille. On a des contraintes de sécurité qui sont imposées par l'État, et donc il faut qu'on travaille dans des infrastructures vraiment très très sécurisées. Donc quand on va vouloir faire de l'IA, c'est également le cas. Donc on doit faire attention à ça. Pour tout ce qui est préparation du futur, technologie, parce que comme je disais, on a besoin de faire de l'innovation. Donc, idée de l'innovation, il faut aussi qu'on maîtrise, si on veut vraiment faire de l'innovation grâce à l'IA et grâce à l'IA générative, il va falloir qu'on maîtrise un certain nombre de modèles pour savoir bien comment l'employer. Est-ce que ça peut nous apporter des choses dans le futur? Et puis, il y a un dernier point, alors qui n'est pas un enjeu business du moment, qui est un enjeu fondamental, c'est la sécurité des vols. Forcément, chez nous, c'est la base de la base, assurer la sécurité des vols des avions. C'est très lié à des exigences de certification. Donc l'an dernier, il y a l'AIACT qui est sorti. Nos autorités de régulation aéronautique, donc l'autorité européenne qui est l'EASA, est en train de décliner un certain nombre d'exigences liées à l'IA, et donc qui va sortir, qui seront applicables dès l'année prochaine. Donc il faut qu'on se prépare à ça. Ça veut dire sur un certain nombre de sujets, être capable de bien interpréter, d'avoir une bonne robustesse, une bonne précision, etc. Et donc quand il faut vraiment qu'on maîtrise un certain nombre de choses vis-à-vis de l'IA sur ces aspects-là. Voilà. Merci. Lamia, donc, vous disiez que vous venez rejoindre l'université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guerir au Maroc. C'est une jeune université, qui s'est développée à une vitesse incroyable puisqu'elle est sortie de terre il y a à peine 7 ans. Et dans ce contexte, quelle est son ambition dans l'enseignement de l'IA générative au sein du Collège of Computing, et expliquez-nous un peu
aussi la vision du Maroc dans ce domaine aujourd'hui. Merci, déjà merci à Emerton pour l'invitation parce que ça m'a permis de revenir à Paris depuis 10 ans. Je ne suis pas revenue, donc voilà, merci. Donc voilà, juste brièvement parler de l'université Mohamed VI Polytechnique qui a été lancée par le géant mondial du phosphate, l'OCP, en 2017. C'est une université qui se positionne un petit peu, qui veut essayer ou qui a une vision d'être à l'avant-garde du développement de l'Afrique, en particulier dans des domaines clés comme l'IA, la sécurité alimentaire, l'agriculture, les énergies renouvelables, l'industrialisation, etc. Donc c'est une université qui est très jeune, mais elle a une spécificité qui est très différente des universités traditionnelles qu'on connaît, parce qu'on est vraiment dans la formation liée aux entreprises et à l'entrepreneuriat. Donc toutes les formations, elles sont lancées dans un sens où on essaye d'avoir des cours et des modules et des étudiants qui sont formés à être prêts à être sur le marché ou à lancer de l'entrepreneuriat ou des startups à partir de la recherche. Donc, bien sûr, l'UM6P, ils ont mis en place un espèce d'accompagnement pour les étudiants et les chercheurs pour sortir la recherche du laboratoire à l'extérieur, pour commercialiser, ou à des solutions pour les entreprises à travers l'UM6P Ventures. Donc nous, on est bien d'accord, et on en a entendu parler ce matin, que la formation est la clé de l'innovation et de la souveraineté de l'IA, que ce soit au Maroc, en Afrique ou que ce soit ailleurs. On le sait aussi en France. Moi, je viens de l'Australie, donc pareil, on a le même enjeu, on a les mêmes défis. Mais quand on parle de la formation, nous, on parle de la formation pas qu'initiale, en fait. Donc on a au collège, l'UM6P a mis en place le College of Computing pour en fait assurer la formation initiale de bonne qualité sur toutes les sciences du numérique, notamment l'IA, la cybersécurité, les télécommunications, etc. On a aussi mis en place un centre qui s'appelle l'IA Movement, qui a été lancé en 2021, en fait, pour la formation et pour la recherche aussi sur l'IA, l'éthique et les domaines liés à l'IA, qui a été reconnu par l'UNESCO, en fait, comme centre de recherche catégorie 2. Donc la formation, elle est très importante. Donc nous, la vision, c'est de faire de la formation initiale, mais aussi de la reconversion des professionnels dans plusieurs secteurs qui vont être amenés à utiliser de l'IA et les technologies de l'IA. Notamment, on a lancé récemment en fait une formation qui s'appelle l'IA pour les leaders. Et en fait, l'idée, c'est de former les comités de direction dans les entreprises qui ne sont pas forcément les entreprises tech, qui sont les autres entreprises, qui seront amenées à avoir des gens qui vont se reconvertir à utiliser de l'IA. Donc c'est très important de commencer par le haut en fait, d'avoir le board de direction, de comprendre ce que c'est exactement l'IA, quels sont les clés concepts de l'IA et comment ils peuvent l'utiliser dans leur secteur en fait, parce que c'est pas si simple, hein. Il y a beaucoup de buzzwords, il y a de la science-fiction, etc. Donc ça, c'est un ensemble de formations qu'on lance parce qu'on pense que c'est très très important en fait, la formation dans la souveraineté et l'innovation de l'IA. Merci. Olivier, donc je disais que tu as pris le challenge de la relance de Quant. Et comment aujourd'hui l'IA générative est une opportunité pour Quant et comment ça va permettre peut-être de vous différencier par rapport à vos concurrents? Alors effectivement, dans un marché trusté par un acteur extrêmement puissant, notamment aussi sur les sujets d'IA, la question qu'on s'est posée, c'est finalement quel peut être le bénéfice pour un utilisateur et qu'est-ce qu'on peut lui apporter pour que cet accès à l'IA générative se fasse naturellement. On est convaincu qu'un certain nombre de recherches aujourd'hui que vous faites sur un moteur, ce que vous attendez, ce n'est pas forcément de devoir encore cliquer sur un des liens et aller chercher la réponse, mais finalement de gagner en efficacité, de trouver cette réponse extrêmement rapidement. Et donc finalement, ce qu'on a ajouté très récemment, c'est il y a une quinzaine de jours, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de faire le choix d'aller soit effectivement dans une liste de réponses, soit de trouver une réponse. Alors vous allez me dire quelle différence par rapport à un chatbot d'IA, c'est que on a beaucoup travaillé à faire en sorte que la sélection des réponses et des documents qu'on va utiliser pour faire cette réponse se fasse de façon extrêmement fiable pour éviter toutes les hallucinations que vous avez tous connues en utilisant des outils. Vous avez sans doute vu la polémique la semaine dernière sur un des acteurs au travers d'une question qui était « Y a-t-il des chats sur la Lune ?» et une IA qui répondait qu'effectivement il y en avait. C'est finalement cette capacité à fine-tuner, à être capable d'assurer que la réponse qu'on va apporter, elle est suffisamment fiable. Et ça, finalement, quand on a un moteur qui cherche des documents, les qualifie, les classe et est capable de le faire, nous permet ensuite d'avoir cette expérience-là. Et donc,
Depuis 15 jours, vous pouvez sur Quant trouver une réponse quand vous n'avez pas la volonté de cliquer ou accéder à un certain nombre de résumés. Notre ambition, elle est double. C'est d'avoir la fiabilité la plus élevée possible. Et quand on parle d'IA générative, c'est pas toujours si évident que cela. On voit évidemment des choses qui sont remarquables, mais on voit aussi des sorties de route. Et deux, de rendre cette IA générative accessible pour que finalement ce soit pas un produit tech, mais bien un produit de tous les utilisateurs qui finalement sont peut-être même pas conscients qu'il y a de l'IA générative derrière, mais tirent bénéfice de cette fonctionnalité. On disait, on a bien entendu dans les différents panels, il y a un enjeu de souveraineté. Catherine, aujourd'hui, cet enjeu de souveraineté, vous l'avez évoqué, de par la nature même de l'activité du groupe Safran, compte tenu de ses activités dans le civil et le militaire. Mais sur les premiers cas d'usage de l'IA générative, est-ce que vous avez des illustrations de ces enjeux de souveraineté ? Oui, alors, comme vous le dites, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Je dirais c'est amplifié via l'IA et via l'IA générative en plus, parce qu'il faut vraiment qu'on fasse très attention à la fuite de données. Rapidement, on pourrait voir du contenu partir. Donc, c'est quelque chose qui est déjà bien en place chez nous, de savoir ce qu'on peut exporter, la sensibilité de données. On est aussi soumis à des exigences de contraintes ou de réglementation. Donc après, sur les premiers cas, donc on a commencé par des cas, je dirais, très générique, un peu comme tout le monde, sur des copilotes, des instances GPT sécurisées, où là, donc, on va pouvoir faire un certain nombre de choses, mais on ne va pas autoriser tous nos collaborateurs à y mettre l'ensemble des documents. Ils doivent être ils sont bien sensibilisés à ça, à ce qu'ils peuvent faire dans ces infrastructures-là. Ensuite, donc, il faut qu'on développe, je dirais, d'autres. On développe, donc, on regarde, on évalue des modèles pour vraiment avoir du développement en interne. Donc, des briques technologiques sur l'IA générative pour être, je dirais, le plus indépendant possible. Alors, on ne peut pas l'être totalement et ça n'a pas de sens. De toute façon, ça n'a pas de sens. Mais comment est-ce qu'on va maîtriser au maximum ? Après, sur des cas d'usage assez génériques pour commencer, plutôt sur du texte, avec l'utilisation de LLM. Donc, que ce soit de l'assistant sur du savoir, de l'assistant de la programmation, de la recherche de cas similaires. Voilà, on a un ensemble de la génération de texte, du résumé de texte. Donc voilà, sur des cas assez génériques. Et puis le dernier point, alors qui est, je dirais, moins mature pour l'instant, mais sur lequel on réfléchit. Donc moi, je suis côté direction technique. C'est est-ce que l'IA générative va changer notre façon de concevoir, à quel point ça va pouvoir nous aider dans l'innovation. Et donc là, clairement, il faut qu'on maîtrise au maximum les modèles. Donc on regarde ça, on a déjà un certain nombre de cas d'usage en vue. Et ça veut dire qu'on doit être aussi très proche des modèles physiques qui sont associés. Donc il faut vraiment que là, on travaille de manière très très proche avec l'ensemble des ingénieurs des différents métiers pour bien construire ces cas d'usage-là et pas se tromper sur les priorités aussi associées. En quoi la souveraineté sur l'IA pour un pays comme le Maroc et une institution comme l'UCISP est un enjeu stratégique ? La souveraineté, c'est un enjeu stratégique pour tous les pays, pour l'IA, mais pour le Maroc et l'Afrique, c'est encore plus. Parce que, notamment au Maroc, les lois sur les données, de protection de données et échange de données, elles sont assez strictes dans le sens où les solutions développées sur les données marocaines, elles doivent être développées localement. Donc déjà, nous, on a cette contrainte et une opportunité aussi, bien sûr, de développer des solutions locales. Donc on a ce volet-là. En plus, toutes les solutions génératives qui ont été créées, qu'on peut trouver sur Internet, etc., elles ne sont pas spécifiquement destinées aux besoins du Maroc et de l'Afrique. Notamment, je vous donne un exemple, les chatbots. Ils sont pas performés pour répondre à des besoins des gens qui parlent en dialecte arabe marocain. Donc, par exemple, nous, on doit développer ces chatbots qui sont performants et qui peuvent répondre aux services de consommation en dialecte, en arabe, par exemple. Donc, ça, c'est un truc qu'on fait à l'UM6P. Aussi, il y a l'infrastructure, etc., qui est pour être alignée avec cette réglementation. Donc, nous, à l'UM6P, par exemple, on a notre propre data center, en fait, où on protège et on conserve les données, en plus de la mise en place de super ordinateurs et de calculateurs qui sont vraiment très utilisés dans les solutions et la création de solutions locales au Maroc et sur le continent. Qu'on a le premier super ordinateur Tobral, qui est le premier en Afrique, en fait. Et donc, ça permettrait
aux solutions locales d'émerger, aux startups et même aux chercheurs ou aux entreprises au Maroc et en Afrique d'apporter leurs solutions et de performer leurs solutions sur l'IA. Notamment, en plus de la formation, bien sûr, qui est très importante parce que nous, on veut former des gens qui sont super puissants en IA, mais aussi en nombre, parce que comme on a ces contraintes au niveau des solutions locales, on a besoin encore de plus de monde que les autres. Donc voilà, mais c'est une opportunité aussi pour former des gens, et l'UM6P envoie un défi, mais en même temps, c'est une opportunité pour le Maroc et l'Afrique de contribuer localement et d'avoir une IA qui est adaptée sur le marché marocain et africain par la suite. Olivier, Quant est aujourd'hui très proche d'OVH Cloud, qui est quand même un opérateur de cloud souverain. Guillaume Avrin le rappelait précédemment. Peut-elle aussi incarner un modèle français de souveraineté de l'IA générative ? Alors, je crois que le sujet de la souveraineté est complexe parce qu'on sait tous que il y a en France et en Europe des technologies extrêmement intéressantes. Maintenant, les technologies américaines notamment ont évidemment 3 longueurs d'avance, mais souvent à un prix payé sur la data qui est élevé. Et finalement, la genèse de Quant était de se dire on doit trouver un modèle alternatif où on part du principe que la donnée de l'utilisateur, elle doit être maîtrisée. Il y a une double vertu à ça. La première, c'est que en cherchant ce modèle-là, ça nous permet de bien comprendre finalement ce que font les autres moteurs de recherche à partir de vos données. Vous avez peut-être vu la semaine dernière les fuites sur un certain nombre d'algorithmes de Google qui montrent que la puissance de suivi dans Analytics, dans le navigateur, fait que le moteur est évidemment plus fiable, mais évidemment avec un prix payé pour l'utilisateur qui est élevé. Et puis, il y a une deuxième vertu, c'est que pour ceux qui veulent avoir un modèle qui soit propre sur sa data, il doit pouvoir en avoir un. Effectivement, c'est ce qu'on construit. Et donc, on le fait à 2 niveaux. Un, sur les couches basses, effectivement, avec notre fournisseur de cloud qui est OVH et qui a eu cette communication et ces solutions depuis des années avec des serveurs qui sont localisés en France et qui ont cette capacité effectivement à garantir la souveraineté. Et à côté de cela, au travers de briques logicielles au-dessus qu'on construit, parfois avec des briques américaines, soyons très clairs, mais dont on va garantir finalement qu'à aucun moment on expose les données de nos utilisateurs. Ce qui pose une fois encore parfois des éléments de complexité parce que c'est mieux quand on répond à une requête d'un utilisateur de savoir ce qu'il a fait avant ou de ce qu'il va faire après. On est évidemment beaucoup plus fiable et on a évidemment aussi un modèle publicitaire plus efficace puisqu'on va suivre la transformation. Mais il faut avoir un modèle, d'abord parce qu'une fois encore, il y a des utilisateurs qui le souhaitent, et ensuite parce que ça nous permet finalement de savoir jusqu'où on peut accepter le partage des données qui est fait et la capture des données qui est faite par les autres acteurs. On l'a évoqué, on a entendu le mot data center. L'IA, ça demande beaucoup de compute, de capacité de calcul. Chacun dans vos activités, je pense qu'il y a des enjeux de durabilité, de subtibility. En conclusion, en 30 secondes pour chacun, je commencerai par vous, Catherine. Ces enjeux de durabilité dans le groupe Safran, y compris pour l'IA, comment ils s'expriment aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on n'est pas encore très mature sur le sujet. Après, comme je le disais au départ, on a des enjeux forts de décarbonation. Donc forcément, la décarbonation, ça passe aussi par du numérique pour bien améliorer nos technologies, la décarbonation de nos futurs moteurs. Donc il y a un peu un dilemme entre les deux. Je dirais que c'est quelque chose qu'il faut qu'on instruise, qu'on aborde dans les prochains mois, prochaines années. Aujourd'hui, je pense qu'en tout cas sur la partie IA générative, c'est pas encore une question parce qu'on n'est pas encore à un niveau d'utilisation fort, mais voilà, il va falloir le prendre en compte clairement. Amiaï, côté UM6P, durabilité ? Nous, de toute façon, l'enjeu de l'UM6P est basé sur la durabilité. Comme vous savez, on a été élevé au statut Gold par STARS, qui est un système d'évaluation international sur la performance et la durabilité de la performance de l'université. Et en fait, nous, on en a fait un enjeu aussi au niveau de l'IA génératif, où dans la partie recherche, on a un ensemble de chercheurs qui travaillent sur ce qu'on appelle les éco-énergétiques modèles. En fait, c'est des algorithmes qui prennent en compte cette partie énergie, etc. Donc ça, c'est un truc qu'on a mis en avant et qu'on bosse là-dessus pour aller vers la durabilité de l'IA génératif. Pour conclure, Olivier ? Pour conclure en 2 directions, la première, c'est le partenariat qu'on a avec OVH et qui nous permet de s'appuyer sur une solution cloud qui est celle qui consomme le moins d'électricité dans toutes les différentes solutions. Et la deuxième, c'est de se dire que quand on a un moteur de recherche, on crawl des milliards de pages tous les jours.
et en fait pour récupérer des spams, pour récupérer des pages qui n'ont pas bougé. Et donc l'idée c'est de se dire à un moment donné avec d'autres acteurs, est-ce que finalement c'est pas un autre modèle qui devrait exister, c'est qu'au lieu de crawler comme on le fait depuis 20 ans, avoir plutôt des sites qui eux poussent leur mise à jour et nourrissent les moteurs pour que ça fonctionne de façon beaucoup plus efficace, et c'est des sujets qu'on regarde avec l'industrie. Merci à tous les trois pour votre intervention et on passe au panel suivant.